Naturel comme j'aime. La Casamançaise existe en 10 litres, 5 litres, 1 litre 5 et 60 centilitres. Toutes les infos sur casamançaise.com. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Des infrastructures modernes sur le site du Dakar de Médina Gounass. Les travaux vont bientôt démarrer, assurance du Premier ministre en visite chez le Khalif de Médina Gounass. Livraison prévue avant le prochain Dakar. Le Sénégal en campagne contre les maladies tropicales négligées. Elles sont souvent diagnostiquées tardivement et compromettent la santé des enfants. Les plus répandues chez nous sont les bilharzioses et les vers intestinaux. Le marché du couscous local est en plein boom. C'est un business qui peut rapporter chaque année entre 180 et 360 millions de francs. Diourbel et Touba se positionnent pour devenir des marchés grand standing de céréales locales. Et puis après son élection à la tête de la France, Emmanuel Macron entend donner un nouvel élan aux relations entre la France et l'Afrique. Le Sénégal ne sera pas en reste. Les relations sont au beau fixe et de nouvelles perspectives économiques se dessinent. Le site du Dakar de Médina Gounass sera bientôt réhabilité. Des travaux de construction d'infrastructures modernes vont démarrer incessamment pour prendre fin avant le prochain Dakar. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre qui était en visite à Médina Gounass. Mohamed Boun Abdallah Dionne a visité le site du Dakar et sollicité des prières auprès du Khalif de Médina Gounass, Mama Moussagna. Des honneurs pour le Premier ministre. Nous sommes à l'aéroport de Tambacounda. Direction Gouloumbou. Ensuite, Médina Gounass. La cité vit au rythme de chants religieux et de prières. C'est dans cette ambiance que le Khalif souhaite la bienvenue à la délégation du Premier ministre composée pour l'essentiel de membres du gouvernement et de directeurs généraux. Le chef du gouvernement est venu solliciter des prières pour le renforcement de la paix au Sénégal et présenter ses condoléances au nom du président de la République au Khalif qui a perdu récemment sa sœur. Abdallah Dionne a également confié au Khalif que le président de la République lui a demandé de venir écouter ses propositions pour une bonne mise en œuvre des chantiers qui doivent démarrer incessamment. Nous n'avons rien à décider par rapport à ce qui se fera ici, a précisé Mohamed Boun Abdallah Dionne. Nous écouterons et exécuterons les travaux comme vous le souhaitez, a martelé le Premier ministre, qui a toutefois rappelé la volonté du chef de l'État de doter Médina Gounass de toutes les infrastructures modernes dignes d'une commune. Il n'a pas manqué de citer une caserne de sapeurs-pompiers, un marché, un service d'hygiène, un héliport, entre autres infrastructures. Des travaux qui verront la participation du génie militaire. Aussi a-t-il rappelé que le président de la République ne veut plus voir la localité confrontée à un manque d'eau. Ce que le Khalif a compris en indiquant que son vœu le plus cher demeure la réhabilitation du site du Dakar. Le Khalif a ensuite précisé qu'il souhaite disposer d'infrastructures bien faites, accueillantes, comme indiqué par le président de la République. Il a appelé par ailleurs au respect des préceptes de la religion, à la droiture, au retour à Dieu. Pour finir, le Khalif a demandé aux autorités étatiques et religieuses de s'impliquer dans la recherche d'une paix durable dans la contrée de Médina Gounass, car l'heure n'est plus à la division. Le Premier ministre s'est ensuite rendu sur les lieux du sinistre, un site qui va bientôt avoir un nouveau visage, des forages, une caserne, un héliport et bien d'autres infrastructures. Un plan d'intervention face à une probable menace de grippe aviaire est en gestation. Les discussions sont en cours. Le virus a été décelé dans la sous-région depuis 2014. Notre pays, qui n'a jamais été confronté à cette maladie touchant la volaille, multiplie malgré toutes les précautions. Ndeye Aïda Dia. Depuis 2014, la grippe aviaire s'est réintroduite au Nigeria et dans certains pays de la sous-région. Ce qui reste une préoccupation pour le Sénégal, les risques de contamination, l'impact sur l'économie et la santé sont réels. Les différents rapports produits par les pays indiquent des millions de volailles mortes ou abattues, des pertes économiques évaluées à plusieurs milliards de francs CFA par an. Pour tous les acteurs de la filière de certains pays touchés, des pertes d'emplois, des impacts certains sur la sécurité alimentaire et la nutrition,
des populations. Compte tenu de ces aspects zoonotiques liés à ce virus, des risques pour la santé humaine ne sont pas non plus à négliger. C'est pourquoi, en collaboration avec la FAO, le Sénégal a initié un plan d'intervention d'urgence. Il comporte une analyse des risques et une stratégie pour faire face et veiller à ce que la grippe aviaire ne rentre pas au Sénégal. Dans le cadre de l'approche Une seule santé, développée par l'Alliance tripartite OIE, FAO et OMS, le Sénégal va poursuivre et renforcer ses actions en matière de prévention et de lutte contre la grippe aviaire. À cet effet, un plan d'action réactualisé a été élaboré avec l'appui de la FAO. Notre pays n'a cependant pas encore été confronté à cette influenza aviaire. C'est parce que le Sénégal a très tôt pris les devants pour faire face à ce virus qui touche la volaille. Parmi les 17 maladies négligées en Afrique, 10 sont endémiques au Sénégal et 5 sont à chimioprévention de masse. Le Sénégal a justement lancé une campagne qui va du 8 au 27 mai. Les maladies ciblées sont très souvent diagnostiquées tardivement au moment des complications. Parmi les affections les plus répandues, il y a les bilharzioses et les vers intestinaux qui compromettent la santé des enfants. Omar Diaw. Dans l'interprétation de l'hymne, la maladie peut être considérée comme une des terreurs et la santé comme le plus grand espoir. Le département de Guédiawaye abrite le lancement de la campagne 2017 de lutte contre les maladies tropicales négligées. Guédiawaye constitue un lieu indiqué où la pauvreté sévit et constitue un lit fécond pour ces maladies. Maladies d'origine parasitaire, bactérienne et virale, ces pathologies n'ont pas toujours suscité un grand intérêt. Elles sont dites négligées du fait qu'elles n'avaient pas, jusque dans les années 2000, fait l'objet d'une grande attention de la part des décideurs et de la communauté internationale, mais aussi de l'industrie pharmaceutique et même de la communauté des chercheurs. Il s'agit de la filariose lymphatique ou éléphantiasis, de l'onchocercose dite cécité des rivières, des schistosomiases appelées bilharzioses, des géohelminthiases ou vers intestinaux et du trachome qui touche les yeux. Les maladies tropicales négligées perpétuent le cycle de la pauvreté et influent négativement sur le développement socio-économique. La campagne de chimioprévention cible 5 maladies sur les 10 endémiques que compte le Sénégal. Un effort de plus. Quelle que soit l'importance des efforts déployés par le gouvernement avec ses partenaires, il ne sera jamais possible d'éradiquer les maladies sans avoir une stratégie pertinente de prévention et d'éducation. En attendant, Guédiawaye se voit doté de 2 nouvelles ambulances pour les opérations de secours. Une ambulance au district sanitaire de Guédiawaye et une ambulance aux sapeurs-pompiers. À l'instar de beaucoup d'autres pays de la sous-région, le Sénégal s'inscrit dans la dynamique du contrôle et de l'élimination des maladies tropicales négligées d'ici à 2020. Le Conseil sénégalais des chargeurs renforce les opérateurs économiques du Sud et du Sud-Est s'ils sont formés pour faire face sur les marchés internationaux, mais aussi pour rendre leurs produits beaucoup plus compétitifs. La région de Sédhiou a abrité la manifestation Kaltom Gueye. Ce sont les opérateurs économiques du Sud et du Sud-Est qui se retrouvent à Sédhiou. En collaboration avec les chambres de commerce et de métiers, le Conseil sénégalais des chargeurs les forme. Ces chargeurs seront outillés à plusieurs niveaux. Au niveau d'abord du cadre normatif qui gouverne leur activité, ils ont une activité tournée vers l'extérieur. Dans le cadre du développement des échanges au niveau mondial, il est important qu'ils connaissent les règles qui gouvernent cette activité-là. En ce qui concerne les conditions d'achat et de vente, les conditions de transport et d'acheminement des produits qu'ils exportent, mais également les conditions de livraison et de sécurisation de l'ensemble de la chaîne logistique. C'est un cadre assez complexe, très normé, et il est important que tous les acteurs, notamment les acteurs sénégalais tournés vers l'export, puissent être assez outillés en ce qui concerne les contraintes liées à cette activité exportatrice. L'objectif est donc de permettre à ces opérateurs d'être beaucoup plus compétitifs sur l'international. Pour cela, il est nécessaire de prendre en charge la chaîne de valeur des produits,
et chaque région doit valoriser sa spécificité. On a trouvé nécessaire de pouvoir faire des spécifications par région, parce que chaque région a sa potentialité et n'a pas les mêmes inquiétudes d'une région à une autre. C'est ainsi que nous avons regroupé tous les opérateurs économiques du Sud et Sud-Est, c'est-à-dire de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Tamba et Kédougou, pour voir ensemble l'analyse de leur potentialité. Et il reste entendu qu'aujourd'hui, la mangue, l'anacarde et la banane est une des potentialités énormes. Ces potentialités doivent être revalorisées. C'est ce qui justifie la présence du ministère du Commerce dans ce séminaire. Quand nous regardons bien notre référentiel qui est le plan Sénégal émergent, le président de la République a consacré un axe très important qui est l'axe 2, c'est-à-dire le capital humain. Et je crois que les actions du COSEC s'inscrivent dans ce cadre. Contre l'appuyer, c'est plaider tout simplement au niveau des instances les plus élevées de l'État pour appuyer le COSEC dans ses activités donc de promotion et de renforcement des capacités. La région de Sédhiou a abrité cette rencontre de formation de 3 jours. À terme, l'ensemble des promoteurs des filières de la mangue, de l'anacarde et de la banane vont voir leurs connaissances renforcées pour la conquête des marchés extérieurs. Le document du 20h, le marché du couscous local en plein boom. Déjà, Diourbel et Touba se sont positionnés pour être des marchés grand standing de céréales locales. Dans ces localités, un seul groupement de femmes est capable d'en produire 1 tonne par jour. C'est un business qui peut rapporter chaque année 180 à 360 millions de francs CFA. Aussi, les femmes du Baol visent les marchés extérieurs. Elles n'ont guère peur de la concurrence. Saveur au couscoussier, c'est le sujet de votre rubrique Atelier Comptoir, le grand dossier hebdomadaire de la rédaction signé Issa Thiorogay. À première vue, le mouvement peut être banal, mais tout découle d'un savoir-faire ancien qui tient son présent dans le quotidien du Baol. Partout dans ce bassin arachidier devient forcément la risée du coin, la femme qui ne sait pas rouler la farine de mil. Beaucoup de femmes disent ne pas savoir rouler la farine de mil, mais c'est une erreur de le dire. Dès qu'une femme a 11 ans ou 15 ans, elle doit pouvoir le faire. Ceci est important. C'est un passage obligé pour la transformation du mil en couscous. Savoir faire le roulage est donc ici un fait sacré, un passage obligé pour pouvoir transformer la farine en de petits grains à affiner à l'aide de tamis. Le mil, c'est une tradition dans le Baol. Chaque femme doit pouvoir le transformer. C'est une nourriture et en même temps un business. Dans le Baol, la transformation de la céréale en couscous relève d'un véritable art culinaire. Malgré la modernité qui offre des solutions de moulage rapide, les vieilles marmites, les vieux couscoussiers restent d'usage pratique. Tout se fait pratiquement de manière artisanale ou manuelle. Ceci dans le but de conserver le goût mythique du couscous local et de laisser peu de parts de marché au couscous importé, une façon de produire qui requiert beaucoup de mesures et de précautions. C'est un produit qu'on consomme et tout produit consommé demande des normes d'hygiène. Et pour pratiquer ces normes d'hygiène, il faut un minimum pour pouvoir faire ça. Déjà l'emplacement, il le faut, que ça soit un emplacement aéré et très propre. Mais aussi, il faut aussi l'équipement adéquat pour pouvoir faire une transformation industrialisée. Mais pour produire, il faut aussi des marchés. Il y a les casernes qui sont là, il y a les prisons, il y a les internats, tout ça, les universités, tout ça, c'est des marchés potentiels. La plupart des productions des dames de Diourbel sont destinées au marché de Touba. La cité religieuse compte et abrite plusieurs événements qui, chaque année, regroupent des millions de pèlerins, la plupart abonnés au couscous local. Le couscous mobilise une forte clientèle. C'est un business qui marche bien ici à Touba. Et notre quotidien ne s'en porte que mieux. À Touba, nous avons l'un des plus gros comptoirs de céréales transformées. Nous y retrouvons aussi
l'un des ateliers de transformation les plus écologiques. Pour faire le bon tchakri, le bon tchéré, il faut avoir des marmites comme ça, un bon fourneau, parce qu'on met ici du bois, et à l'intérieur, vous ne verrez pas les chemins, et ça va s'engouffrer, ça revient. Et c'est calculé scientifiquement, on peut faire du bon travail, et à l'extérieur, on ne dérange personne. À la tête de cette unité de production céréalière, Sorna Astou travaille avec 5000 femmes transformatrices. L'entreprise produit chaque jour au bas mot une tonne de couscous, soit un volume annuel de 360 000 kilos, pour une valeur qui va de 180 à 360 millions de francs CFA. Des chiffres qui, selon les femmes transformatrices, font du Baol la plus grande fabrique de céréales du pays. Mais pour elles, ce qui est important reste la formation continue pour pouvoir répondre aux critères de la compétitivité. Pour recopier le modèle qui est là, dans tout le Sénégal, chaque fois il y a des femmes qui rentrent, et il y a des besoins de formation et ils nous ont appuyés dans la formation. Aussi importante soit-elle, et après enquête auprès des commerçantes et des productrices, la formation seulement ne suffit pas pour positionner durablement le couscous local sur le marché. Le défi est à chercher plutôt dans la mécanisation intégrale. Ceci leur permettrait de faire face au couscous importé et de conquérir tous les marchés possibles. Ça aurait été plus facile avec un équipement adéquat. Qu'est-ce qui vous manque? Les équipements modernes. Et si vous avez de l'équipement? On va pouvoir travailler et on va pouvoir créer des emplois, comme on le dit et comme on le répète à tout moment. Un problème d'emploi peut se résoudre avec les unités de transformation. Sans le consommer local, le Sénégal ne va s'en pas. En Afrique, en France, en Europe, les femmes sont là, les Sénégalais, en train de faire du bon produit sénégalais pour vraiment montrer le consommer local qui est là et qui va permettre aux Sénégalais vraiment d'aller de l'avant. Et c'est comme ça que naissent et grandissent les labels. L'appropriation d'un marché local d'abord, puis la conquête de parts de marché sur toutes les plateformes extérieures. Et qui sait, dans un commerce mondial où les produits locaux se positionnent confortablement, ce qui est préférence locale aujourd'hui, peut-être demain, une préférence universelle. Atelier Comptoir revient samedi prochain. Quelles sont les perspectives économiques entre le Sénégal et la France après l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée? Les relations entre les deux pays sont constantes. Rappelez le ministre sénégalais des Affaires étrangères à la veille du second tour. Aujourd'hui, président de la République française Emmanuel Macron entend donner un nouvel élan à cette relation historique entre l'Afrique et la France, le Sénégal en particulier. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Paris, Ibrahima Diédhiou. On est dans l'avion, je vais bientôt décoller, mais je voulais vous passer un petit message d'amitié. Passer un message d'amitié au Sénégal, à toutes les Sénégalaises, tous les Sénégalais qui sont évidemment partout en France et en particulier dans les Yvelines. Voilà, à très vite, à bientôt. Il donne rendez-vous au continent. Il avait même enfoncé le clou à Alger en déclarant que la colonisation était un crime contre l'humanité. L'actuel président de la République française l'a affirmé, ses collaborateurs le confirment, il déterminera avec le Sénégal notamment des projets porteurs de valeur ajoutée. Le Sénégal, évidemment, est une destination de cœur pour beaucoup de Français, pour moi comme d'autres, et pour Emmanuel Macron. C'est aussi un pays où on a une culture commune, une langue commune. Et donc, il est évident que nous devons avoir des relations privilégiées avec le Sénégal, parce que nous sommes des pays frères. Et c'est important pour nous d'avoir vers l'Afrique ce grand continent qui sera demain le continent du développement. Ce sera, je crois, le continent majeur dans les 10-15 années qui viennent. Il nous faut poser les problèmes pour reconstruire des liens de confiance. Au-delà du passé qui lie les deux pays, la France est le premier investisseur au Sénégal. En 2016, les échanges entre les deux pays se sont élevés à plus de 834 millions d'euros, soit près de 534 milliards. Le président Macron est élu pour d'abord faire face aux défis économiques de son pays, la France. Mais nous pouvons compter sur une bonne collaboration, une coopération pour bénéficier de l'apport technologique, de toutes les connaissances que la France peut véhiculer à travers le monde et en Afrique en particulier. Bénéficier aussi des investissements français pour venir participer à notre évolution. D'autant plus qu'à l'horizon 2022, nous pouvons escompter d'être un pays qui serait 7e producteur de pétrole et de gaz dans le monde.
plus d'une centaine d'entreprises françaises sont implantées au Sénégal. Et la signature récente d'un contrat d'exploration du pétrole avec le groupe français Total vient consolider ce partenariat. Total a été la première compagnie à faire de l'exploration au Sénégal dans les années 70. Malheureusement, l'exploration, vous cherchez, vous trouvez, parfois vous ne trouvez pas. Nos recherches ont été infructueuses. Donc nous revenons aujourd'hui. Nous revenons dans quel cadre? Nous revenons parce que sur Total est très clairement le leader en Afrique de la production pétrolière. L'essentiel du potentiel que nous voyons au Sénégal, que toutes les compagnies voient au Sénégal, étant un potentiel en mer, nous avons pensé que nous pouvions apporter notre expertise au pays et aider évidemment le Sénégal à valoriser ses ressources. Et c'est dans ce cadre-là que cet accord a été conclu. Malgré la polémique qui est née de cette signature, ce Sénégalais qui a fait 30 ans au total affirme que le groupe français s'engage à répondre aux exigences de notre pays. Il y a deux choses que nous avons voulu mettre en avant. Payer un bonus. Ça, c'est pas très important. Ce qui est plus important, c'est nous avons décidé, parce que c'est de la demande de l'État du Sénégal et que je comprends parfaitement, c'est de donner un montant significatif pour la formation, pour l'Institut du pétrole et pour la formation. Pendant toute la période où nous allons faire de l'exploration et pendant toute la période où nous allons faire de la production, indépendamment des revenus que l'État du Sénégal va toucher au titre des impôts ou au titre de sa part du pétrole, nous avons décidé de donner une contribution significative en matière de formation. Pourquoi nous avons voulu faire ça? Parce que d'abord, c'est une demande de l'État du Sénégal, c'est une demande du président Macky Sall. France-Sénégal, des siècles d'histoire commune, un partenariat fécond et quelque part une dimension mystique, indiquent certains de ses partisans originaire du Sénégal. Quand on voit qu'il a fait effectivement partie de la promotion Senghor à l'ENA, qu'aujourd'hui aussi bien Sibeth qui est autour de lui, mais moi-même en tant que référent des Yvelines, Alexandre et Lara, on prend Mage, enfin on est pratiquement une centaine dans le mouvement à avoir au premier rang des rôles divers mais très actifs et qui font que le Sénégal, je pense, peut être fier de sa diaspora qui aujourd'hui contribue au plus haut plan dans la reconstruction du pays. Parce qu'on le voit aujourd'hui, le Sénégal est quand même un des pays en Afrique qui a le plus investi dans ses jeunes et qui aujourd'hui, je pense, dans chaque famille détient un membre vivant en France ou à l'étranger. C'est quelque chose qui marque et donc on ne peut pas vivre le Sénégal sans la France et on ne peut pas vivre la France sans le Sénégal. Sibeth Ndiaye ou Aziz François Ndiaye, deux proches de l'actuel président français, sans doute un symbole qui laisse augurer des lendemains enchanteurs entre un pays en marche, la France, et un autre avec un plan pour l'émergence d'ici 2035, le Sénégal. Le président Macron prend fonction demain dimanche 14 mai. Le nom du Premier ministre qu'il va choisir devrait être connu le même jour ou le lendemain. Après le mouvement En Marche qu'il a porté au pouvoir devra travailler pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Voici à ce propos son porte-parole toujours au micro de Ibrahima Diédhiou. Aujourd'hui, il y a beaucoup de diplomatie internationale, d'échanges avec des chefs d'État pour préparer sa prise de fonction. Il y a des réflexions sur la prise de fonction qui aura lieu dimanche prochain. Et donc, il y a tout un temps de préparation, des réflexions politiques sur la constitution, le choix du Premier ministre, la constitution du gouvernement, sur la relève du président de la République. Il y travaille consensueusement. Alors, l'actualité législative dans tout ça ? C'est la deuxième étape. La première étape a été déjà franchie brillamment. Personne n'y croyait en France, faites-moi confiance. Quand nous étions parmi les premiers aux côtés d'Emmanuel Macron, on nous disait non, non, ça n'est pas possible. Et heureusement qu'il y a des gens qui nous ont rejoints, qui nous ont soutenus, qui nous ont portés. Et ça a été essentiel pour nous. Et maintenant, il y a une deuxième étape. Il faut que les Français soient cohérents et qu'ils donnent une majorité au président de la République. Ils lui ont fait confiance pour devenir leur président. Maintenant, il faut qu'il fasse en sorte qu'il puisse transformer, réformer ce pays, relancer nos liens, notamment avec l'Afrique, et faire en sorte que nous puissions retrouver le rang de la France à l'international. Ça avec quel Premier ministre ? Là, si j'avais l'information, je crains que je ne vous la donne pas. Mais pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas. Donc je ne vous cacherai pas le nom du Premier ministre ou de la Première ministre. Je crois que seul Emmanuel Macron aura l'occasion de s'exprimer sur ce sujet.
Le Sénégal vient de nommer son Excellence Bassirou Sène comme ambassadeur plénipotentiaire à Andorre. Il dirige également la représentation diplomatique de notre pays à Monaco et en France. Andorre, une principauté de 70 000 habitants nichée entre la France et l'Espagne. Elle est connue pour sa stabilité et ses performances économiques. C'est dans ce havre de paix que la diplomatie sénégalaise entend se déployer après la présentation des lettres de créance de notre ambassadeur que voici. Toujours avec Ibrahima Diédhiou et Pape Laye Faye. Andorre fait partie en tout cas de la grande République française avec ses principautés de Monaco et Andorre. C'est un pays extrêmement développé, très développé, riche, prospère et propre, franchement dirigé de façon très démocratique par l'épiscopat, et j'ai pu donc apprécier avec le coprince combien le Sénégal était apprécié, combien la démocratie sénégalaise était appréciée et combien surtout le dialogue interreligieux était apprécié d'Andorre, qui, comme vous le savez, est composé de 7 paroisses, 70 000 habitants, mais qui a un PIB extrêmement important qui permet d'avoir des perspectives très prometteuses entre le Sénégal et Andorre dans le domaine du tourisme, surtout où nous avons beaucoup à apprendre de ce petit pays-là. Voilà qui nous permet d'aborder l'actualité internationale sous forme de brèves illustrés. Nous irons en Centrafrique et en France, mais démarrons par la Côte d'Ivoire où le calme est revenu après donc les mutineries de ces derniers jours. C'est Seydina Alioune Fall. La situation est revenue à la normale ce vendredi en Côte d'Ivoire au lendemain d'un nouveau mouvement de contestation dans les casernes. Mais des tirs étaient toujours entendus à Bouaké et dans certaines localités. Ce matin, les 4 entrées de la ville de Bouaké étaient bloquées par des soldats mutins. Ce mouvement de grogne est survenu au lendemain des déclarations du chef d'état-major des armées qui a menacé vendredi les mutins de sanctions disciplinaires sévères et alors qu'un représentant des mutins avait annoncé jeudi au nom de tous les soldats renoncer à toute revendication. Plus d'une dizaine de morts, des blessés et plusieurs déplacés ont été enregistrés ce samedi à la suite d'attaques par des miliciens à Bagassou en Centrafrique. Un casque bleu marocain a été tué dans les combats. Il s'agit d'un 6e soldat de maintien de la paix qui a perdu la vie presque dans le même périmètre où l'ont été ses collègues. Cette attaque intervient 4 jours après celle qui a occasionné la mort de 5 soldats de la MINUSCA déployés à Bagassou. Une vague de cyberattaques sans précédent a frappé ce samedi une centaine de pays. Le système bancaire russe, Renault, des hôpitaux britanniques, plusieurs entreprises et organisations ont été affectées. Cette vague d'attaques informatiques de portée mondiale suscite l'inquiétude des experts en sécurité. Le logiciel verrouille les fichiers des utilisateurs et les force à payer une somme d'argent. Plus de 75 000 attaques dans 99 pays ont été notées. En cinéma, parmi les 10 films documentaires sélectionnés au FIDADOC, les 4 sont de l'Afrique de l'Ouest. Simplice Ganou, avec son long métrage Le Koro Bakoro, Naufrage du Faso, est passé devant le jury, ainsi que le Malien Ousmane Samasekou, auteur de Les Héritiers de la Colline. Tous les deux sont formés à l'UGB. Nous retrouvons notre envoyé spécial Djainab Dia, qui est avec Jérôme Gomis. Le Koro du Bakoro, Naufrage du Faso, un long métrage de 80 minutes de Simplice Gano en compétition. Après son long métrage sur les enfants qui vivent dans la rue, le Burkinabé a travaillé cette fois-ci sur un jeune adulte en plein questionnement sur son identité et son avenir. C'est le portrait d'un jeune adulte qui vit dans la rue, quelqu'un que j'ai connu parce qu'avant le cinéma, j'ai travaillé comme éducateur dans un centre qui s'occupe des jeunes en difficulté. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de beaucoup de jeunes et qui sont maintenant des adultes. Avant, comme je disais, j'ai fait un film avec des mineurs et lui, il est adulte. Parce qu'on parle beaucoup d'enfants des rues, mais une fois que ces enfants grandissent, que deviennent-ils? Les Héritiers de la Colline, un autre long métrage du Malien Ousmane Samasekou. Dans un film documentaire de 84 minutes, l'auteur nous parle de 2 collines qui se font face à Bamako, séparées par le fleuve Niger. Il y a 2 collines. Sur l'une d'elles se trouve l'université de Bamako
où le campus siège également avec un syndicat qu'on appelle l'AEM, l'Association des élèves étudiants du Mali. Et en face de cette colline, il y a une autre colline qu'on appelle la colline du pouvoir qui abrite le palais présidentiel. Donc j'essaie de faire une métaphore entre les deux collines, la colline du savoir et la colline du pouvoir. Les deux cinéastes affichent un optimisme après le passage de leur film documentaire devant le jury. Le FIDADOC dépasse tout de même le cadre d'une compétition. Je ne me sens pas vraiment en compétition comme au football, quoi. Là, je suis là avec un outil qui suscite réflexion et discussion pour qu'une situation puisse changer chez moi. Le film a été bien accueilli par les téléspectateurs. Maintenant, c'est au jury de décider. Et comme le jury également, chacun a ses émotions, son objectivité. Et on attend de voir ce que ça va donner. Simplice Ganou et Ousmane Samasekou ont subi une formation à la filière cinématographique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, un passage déterminant dans leur carrière. J'ai eu la chance de faire l'UGB, d'avoir appris des techniques documentaires. Avant d'aller à l'UGB, je m'essayais déjà à la caméra, je faisais plein de trucs. Et pour moi, c'était une opportunité de formation dont j'ai profité. Et aujourd'hui, je sais voler de mes propres ailes. Je peux filmer, je peux faire du son, je comprends un peu comment on fabrique un film. C'est clair qu'il y aura une transmission de cette compétence et de cette expérience avec les jeunes frères qui vont me suivre, ou même avec des collègues qui n'ont pas eu les mêmes formations que moi. Boli Bana du Burkinabé Simon Koulibaly Girard et Ouaga Girls de Teresa Traoré font passer le nombre de films documentaires de l'Afrique de l'Ouest au FIDADOC à 4 sur les 10 en compétition. Les cinéastes du pays des hommes intègres s'engagent ainsi à immortaliser leur époque à travers le cinéma. Diana Badia et Jérôme Gomis que nous retrouverons dans nos prochaines éditions pour d'autres échos du festival d'Agadir. Les 70 meilleurs lutteurs de l'espace CEDEAO sont à Dakar. L'objectif est de disputer le titre de double champion de lutte traditionnelle africaine détenu au Sénégal plus tôt. Donc cette année, 14 nations sur les 15 États membres de la CEDEAO participent au tournoi de lutte. Un rendez-vous exceptionnel, nous dit Pape Madigue. Effectivement, cette 8e édition a été celle du record en termes de participation. À part le Cap-Vert, les autres 14 nations membres de la CEDEAO prennent part au TOLAC de Dakar. Le tournoi de lutte africaine de la CEDEAO est une initiative du Centre de développement de la jeunesse et de sport de la CEDEAO basé à Ouaga, au Burkina Faso. Son objectif, transformer la CEDEAO d'une communauté des États en une communauté de personnes. La lutte, école de vertu et puissant vecteur de socialisation, est sans nul doute une activité qui favorise le brassage des populations. Il est par conséquent heureux que la CEDEAO l'ait choisi comme sport de la communauté pour une meilleure intégration des peuples. L'esprit du TOLAC est surtout de promouvoir l'intégration, l'unité et surtout la paix sous-régionale. En raison de son caractère populaire, culturel et sportif, la lutte traditionnelle est un moteur pour aller vers la CEDEAO des peuples et un outil fort de renforcement de notre cohésion communautaire, contribuant ainsi à la construction de l'intégration régionale. Ce tournoi de lutte traditionnelle africaine, qui a souvent été organisé au Sénégal, bénéficie constamment de l'appui des pouvoirs publics. La lutte, comme vous le savez, fait partie de notre tradition africaine, les plus ancrées et au-delà de l'activité sportive proprement dite. Il s'agit de se retrouver entre communautés, de dialoguer, d'échanger pour comprendre et raffermir les liens d'amitié, de fraternité et de franche collaboration dans tous les domaines de la vie active. Le Sénégal, double champion en titre, veut conserver le titre en 2017. Chaque pays présente 5 lutteurs. 2 poules de 4 équipes et 2 autres de 3 équipes sont constituées. En ouverture, les compétitions se feront par équipe. Au deuxième jour, c'est-à-dire ce samedi, les compétitions se tiendront en individualité et par catégorie. 66, 76, 100 et 120 kilos. Ce dimanche, se disputeront les finales en équipe et en individualité.
Pape Diop qui va nous donner les résultats de ce tournoi de Dakar. Le retour du sport scolaire à l'école. La région de Thiès a joué ses finales régionales au stade de Caroline Faye d'Hambourg. Plusieurs trophées ont été remis dans les différentes disciplines sportives. Le ministre de l'Éducation nationale, entouré des autorités administratives et académiques de la région de Thiès, a salué les performances réalisées par les participants. Pape Kolingom. Il y avait beaucoup d'ambiance au stade Caroline Faye d'Hambourg. Les meilleures équipes des lycées et collèges de l'Académie de Thiès ont joué les phases régionales du sport scolaire dans cette discipline sportive. L'éducation a toujours accompagné le sport. Ces deux entités vont toujours ensemble et demeurent inséparables. Pour l'épanouissement de la jeunesse et le progrès du sport, nous vous souhaitons la bienvenue à Hambourg, berceau du sport et de l'éducation. Hambourg, la grande innovation a été la pratique du sport inclusive avec une participation remarquable des élèves porteurs de handicap. Vous avez vu, ils ont, dans le cadre du sport scolaire, pratiqué le football, l'athlétisme, et vous l'avez vu, les enfants ont très bien participé, n'est-ce pas, à cette activité, et nous entendons élargir l'année prochaine. Après quelques années de léthargie, le sport scolaire revient avec force dans les activités phares des écoles et lycées. La relance, vraiment, elle est effective. Et vu au regard de l'engouement et de la participation de tous les acteurs, en passant par les autorités administratives, scolaires, les collectivités locales et tous les sponsors qui sont réunis autour de l'activité. Il s'agit donc, à travers la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, d'investir sur l'éducation et la formation, d'investir sur le sport scolaire en particulier, pour s'assurer que le Sénégal sera au rendez-vous des grandes nations en valeur humaine et sportive. Cette seconde édition des finales régionales du sport scolaire de l'Académie de Thiès a connu un succès sans précédent. Après avoir salué les bonnes performances des écoles, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé une grande finale nationale l'année prochaine. Voilà, cet élément met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Et solliciter des prières auprès du calife de Médina Gounass, Mama Moussagna. Des honneurs pour le Premier ministre. Nous sommes à l'aéroport de Tambacounda, direction Gouloumbou. Ensuite, Médina Gounass. La cité vit au rythme de chants religieux et de prières. C'est dans cette ambiance que le calife souhaite la bienvenue à la délégation du Premier ministre composée pour l'essentiel de membres du gouvernement et de directeurs généraux. Le chef du gouvernement est venu solliciter des prières pour le renforcement de la paix au Sénégal et présenter ses condoléances au nom du président de la République au calife qui a perdu récemment sa sœur. Abdallah John a également confié au calife que le président de la République lui a demandé de venir écouter ses propositions pour une bonne mise en œuvre des chantiers qui doivent démarrer incessamment. Nous n'avons rien à décider par rapport à ce qui se fera ici, a précisé Mohamed Boun Abdallah John. Nous écouterons et exécuterons les travaux comme vous le souhaitez, a martelé le Premier ministre, qui a toutefois rappelé la volonté du chef de l'État de doter Médina Gounass de toutes les infrastructures modernes dignes d'une commune. Il n'a pas manqué de citer une caserne de sapeurs-pompiers, un marché, un service d'hygiène, un héliport, entre autres infrastructures, des travaux qui verront la participation du génie militaire. Aussi a-t-il rappelé que le président de la République ne veut plus voir la localité confrontée à un manque d'eau. Ce que le calife a compris en indiquant que son vœu le plus cher demeure la réhabilitation du site du Dakar. Le calife a ensuite précisé qu'il souhaite disposer d'infrastructures bien faites, accueillantes, comme indiqué par le président de la République. Il a appelé par ailleurs au respect des préceptes de la religion, à la droiture, au retour à Dieu. Pour finir, le calife a demandé aux autorités étatiques d'actions en matière de prévention et de lutte contre la grippe aviaire. À cet effet, un plan d'action réactualisé a été élaboré avec l'appui de la FAO. Notre pays n'a cependant pas encore été confronté à cette influenza aviaire. C'est parce que le Sénégal a très tôt pris les devants pour faire face à ce virus qui touche la volaille.
Parmi les 17 maladies négligées en Afrique, 10 sont endémiques au Sénégal et 5 sont à chimioprévention de masse. Le Sénégal a justement lancé une campagne qui va du 8 au 27 mai. Les maladies ciblées sont très souvent diagnostiquées tardivement au moment des complications. Parmi les affections les plus répandues, il y a les bilharzioses et les vers intestinaux qui compromettent la santé des enfants. Omar Diaw. Dans l'interprétation de l'hymne, la maladie peut être considérée comme une des terreurs et la santé comme le plus grand espoir. Le département de Guédiawaye abrite le lancement de la campagne 2017 de lutte contre les maladies tropicales négligées. Guédiawaye constitue un lieu indiqué où la pauvreté sévit et constitue un lit fécond pour ces maladies. Maladies d'origine parasitaire, bactérienne et virale, ces pathologies n'ont pas toujours suscité un grand intérêt. Elles sont dites négligées du fait qu'elles n'avaient pas, jusque dans les années 2000, fait l'objet d'une grande attention de la part des décideurs et de la communauté internationale, mais aussi de l'industrie pharmaceutique et même de la communauté des chercheurs. Il s'agit de la filariose lymphatique ou éléphantiasis, de l'onchocercose dite cécité des rivières, des schistosomiases appelées bilharzioses, des géohelminthias ou vers intestinaux. Naturel comme j'aime. La casamançaise existe en 10 litres, 5 litres, 1 litre 5 et 60 centilitres. Toutes les infos sur casamançaise.com. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Des infrastructures modernes sur le site du Dakar de Médina Gounass. Les travaux vont bientôt démarrer, assurance du Premier ministre en visite chez le Khalif de Médina Gounass. Livraison prévue avant le prochain Dakar. Le Sénégal en campagne contre les maladies tropicales négligées. Elles sont souvent diagnostiquées tardivement et compromettent la santé des enfants. Les plus répandues chez nous sont les bilharzioses et les vers intestinaux. Le marché du couscous local est en plein boom. C'est un business qui peut rapporter chaque année entre 180 et 360 millions de francs. Diourbel et Touba se positionnent pour devenir des marchés grand standing de céréales locales. Et puis après son élection à la tête de la France, Emmanuel Macron entend donner un nouvel élan aux relations entre la France et l'Afrique. Le Sénégal ne sera pas en reste. Les relations sont au beau fixe et de nouvelles perspectives économiques se dessinent. Le site du Dakar de Médina Gounass sera bientôt réhabilité. Des travaux de construction d'infrastructures modernes vont démarrer incessamment pour prendre fin avant le prochain Dakar. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre qui était en visite à Médina Gounass. Mohamed Boun Abdallah Dionne a visité le site du Dakar. Et religieuse de s'impliquer dans la recherche d'une paix durable dans la contrée de Médina Gounass, car l'heure n'est plus à la division. Le Premier ministre est ensuite rendu sur les lieux du sinistre, un site qui va bientôt avoir un nouveau visage, des forages, une caserne, un héliport et bien d'autres infrastructures. Un plan d'intervention face à une probable menace de grippe aviaire est en gestation. Les discussions sont en cours. Le virus a été décelé dans la sous-région depuis 2014. Notre pays, qui n'a jamais été confronté à cette maladie touchant la volaille, multiplie malgré toutes les précautions. Depuis 2014, la grippe aviaire s'est réintroduite au Nigeria et dans certains pays de la sous-région. Ce qui reste une préoccupation pour le Sénégal, les risques de contamination, l'impact sur l'économie et la santé sont réels. Les différents rapports produits par les pays indiquent des millions de volailles mortes ou abattues, des pertes économiques évaluées à plusieurs milliards de francs CFA par an. Pour tous les acteurs de la filière de certains pays touchés, des pertes d'emplois, des impacts certains sur la sécurité alimentaire et la nutrition des populations. Compte tenu de ces aspects zoonotiques liés à ce virus, des risques pour la santé humaine ne sont pas non plus à négliger.
C'est pourquoi, en collaboration avec la FAO, le Sénégal a initié un plan d'intervention d'urgence. Il comporte une analyse des risques et une stratégie pour faire face et veiller à ce que la grippe aviaire ne rentre pas au Sénégal. Dans le cadre de l'approche Une seule santé, développée par l'Alliance tripartite OIE, FAO et OMS, le Sénégal va poursuivre et renforcer ses... Et du trachome qui touche les yeux. Les maladies tropicales négligées perpétuent le cycle de la pauvreté et influent négativement sur le développement socio-économique. La campagne de chibioprévention cible 5 maladies sur les 10 endémiques que compte le Sénégal. Un effort de plus. Quelle que soit l'importance des efforts déployés par le gouvernement avec ses partenaires, il ne sera jamais possible d'éradiquer les maladies sans avoir une stratégie pertinente de prévention et d'éducation. En attendant, Guédiawaye se voit doté de 2 nouvelles ambulances pour les opérations de secours. Une ambulance au district sanitaire de Guédiawaye et une ambulance aux sapeurs-pompiers. À l'instar de beaucoup d'autres pays de la sous-région, le Sénégal s'inscrit dans la dynamique du contrôle et de l'élimination des maladies tropicales négligées d'ici à 2020. Le Conseil sénégalais des chargeurs renforce les opérateurs économiques du Sud et du Sud-Est s'ils sont formés pour faire face sur les marchés internationaux, mais aussi pour rendre leurs produits beaucoup plus compétitifs. La région de Sédhiou a abrité la manifestation Kaltom Gueye. Ce sont les opérateurs économiques du Sud et du Sud-Est qui se retrouvent à Sédhiou en collaboration avec les chambres de commerce et de métiers. Le Conseil sénégalais des chargeurs les forme. Ces chargeurs seront outillés à plusieurs niveaux. Au niveau d'abord du cadre normatif qui gouverne leur activité, ils ont une activité tournée vers l'extérieur. Dans le cadre du développement des échanges au niveau mondial, il est important qu'ils connaissent les règles qui gouvernent cette activité-là. En ce qui concerne